Si je traduis ça dans un langage d'homme à homme, si on est grand, musclé et costaud, on va être moins attaqué dans la rue. C'est ça, exactement. Quand on est dans la rue et qu'on est à côté de quelqu'un qui est effectivement très musclé et peut-être qu'il a une arme aussi, on se sent, nous, en insécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Soit, comme si on effraie les petits, s'armer 2 fois plus pour faire peur à la personne qui est très musclée, soit se muscler de plus en plus pour essayer de rivaliser avec la personne qui nous fait peur. Merci Samuel Legros d'être présent chez nous à SIS. Question stupide, est-ce qu'il y a assez d'armes sur cette planète pour l'instant? Alors il y en a beaucoup trop, et il y en a toujours de plus en plus, et c'est quelque chose qui nous effraie très fortement, et il y en a encore plus depuis que la Russie est entrée en Ukraine l'année passée, donc les promesses de dépenses en armement ont explosé depuis cette période-là. Alors vous êtes le porte-parole du CNAPD, le Centre de coordination nationale de l'aide à la paix et la démocratie. Il y a trop d'armes, mais qui a commencé fondamentalement depuis que l'être humain existe? On se lançait des pierres, maintenant on en est un petit peu malheureusement plus loin. Est-ce que c'est un cercle qui de toute façon ne peut être que vicieux, la course à l'armement? On appelle ça le dilemme de sécurité, vous nous expliquerez ce que c'est plus précisément. Oui. Alors, il y a un vieil adage en fait qui remonte à l'Antiquité, qui dit que si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Et que donc, il y a une idée préconçue qui est acceptée par une bonne partie de la population dans le monde, qui est de dire que si on veut vivre en paix, si on veut vivre en sécurité, il faut s'armer. S'armer de plus en plus, ou en tout cas s'armer à la hauteur du péril contre lequel on entend se prémunir. Alors je dirais que humainement, si je traduis ça dans un langage d'homme à homme, si on est grand, musclé et costaud, on va être moins attaqué dans la rue que si on est frêle, vieux et qu'on a l'air un petit peu une proie, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, quand on est dans la rue et qu'on est à côté de quelqu'un qui est effectivement très musclé et peut-être qu'il a une arme aussi, on se sent, nous, en insécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Soit, comme si on effraie les petits, s'armer 2 fois plus pour faire peur à la personne qui est très musclée, soit se muscler de plus en plus pour essayer de rivaliser avec la personne qui nous fait peur. Alors, tout ça parce qu'on part du principe qu'il n'y a aucune institution sur cette planète qui peut défendre en réalité d'une façon légale qui que ce soit. Et donc, il faut en effet que chaque pays ou s'allie avec d'autres pays ou s'arme toute seule pour pouvoir faire face au cas où la personne deviendrait agressive. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une institution qui n'arrive pas à mener à bien cette mission. Mais elle n'existe pas, cette institution. Alors, elle existe, ce sont les Nations Unies, seulement les États qui en sont membres n'ont pas la volonté de donner aux Nations Unies les moyens de remplir ces objectifs. Et donc, il n'y a pas... Là, on n'est plus, à mon avis, dans une question de défense et de sécurité, mais on est plutôt dans une question de comment est-ce qu'un État va mettre en place les moyens nécessaires pour défendre ses intérêts dans le monde. Et donc, fondamentalement, quelle est la solution? Parce qu'on remarque bien que de toute façon, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Quelle est donc la solution autre qui consisterait à protéger des États plus faibles de l'agression éventuelle d'un État plus fort? Alors pour nous, en fait, si on veut la paix, il faut préparer la paix. Et donc il faut construire la paix. Donc il ne faut nécessairement pas construire la guerre. Pourquoi? Parce que d'abord, le fait d'allouer des moyens énormes dans l'armement, ce sont des moyens qu'on ne peut pas allouer dans d'autres postes qui serviraient effectivement à la sécurité. Le fait de prémunir tous les individus de la planète contre les aléas de l'existence, ça c'est une politique qu'on mène pour la sécurité, pour éviter un conflit, pour éviter une situation de tension. Ce qu'il faut faire au niveau international de notre point de vue, du point de vue de la CNAPD, c'est construire un monde dans lequel on arrive à maintenir le niveau d'armement au plus bas possible. C'est-à-dire d'avoir un niveau d'armement qui n'induisent pas chez notre adversaire ou dans l'État qui vit à côté de nous un sentiment d'insécurité qui implique chez lui la volonté de s'armer au moins à la hauteur de l'armement contre lequel il entend faire face. Ce qui se passe pour l'instant, puisque vous le dites, depuis 5-6 ans, les investissements dans l'armement ont explosé. Donnez quelques chiffres d'ailleurs, parce qu'on dit toujours que l'Europe n'est pas armée. Alors que fondamentalement, même si elle n'est pas unifiée dans sa logique de guerre, au cas où il devrait y avoir guerre, elle est surarmée. Oui, elle est tout à fait surarmée et le continent européen est le continent du monde qui a connu le plus d'augmentation de ses budgets militaires les 5 dernières années. Il faut dire qu'avant, il n'y en avait pas du tout d'augmentation. On a peut-être une augmentation ces 5 dernières années, mais il n'y en avait peut-être pas du tout dans les 10 dernières années avant 2017. Alors ça dépend dans quel pays on se trouve, mais les budgets militaires n'ont cessé d'augmenter en général. Donc pas en cas particulier, mais en général, les budgets militaires n'ont fait que augmenter. On pourrait penser aussi, par exemple, que pendant la période de la pandémie,
pandémie, avec les confinements successifs qu'on a subis, on pourrait penser aussi, vu la contraction de l'économie mondiale, que les dépenses militaires allaient baisser effectivement pendant ce moment-là aussi. Or, elles ont augmenté de 2,5%. Au contraire de toutes les autres dépenses publiques qui ont, elles, drastiquement baissé, peut-être sauf les dépenses dans la santé. Donc, même à la faveur de la pandémie, les dépenses militaires n'ont pas baissé. Dans l'Union européenne, on est à un niveau d'armement. Si on prend tous les pays de l'Union européenne réunis, on est à un petit peu moins de 300 milliards de dollars de budget militaire pour l'ensemble du continent européen, de l'Union européenne. Si on compare ça à la Russie, par exemple, qui est présentée comme notre ennemi existentiel contre lequel il faut se prémunir, la Russie, elle est à 68 milliards de dollars d'armement. Donc, effectivement, vous faites bien de dire que dans l'Union européenne, c'est pas un pays qui dépense ces 300 milliards, mais il y a quand même des pays qui se réunissent à l'intérieur de l'Union européenne, qui ont des mécanismes de décision collective, et eux, ensemble, sont déjà largement supérieurs en termes de dépenses de défense que de la Russie. Et là, je vous parle des chiffres de 2021, puisqu'il y a toujours une année de décalage dans le reportage, on va dire, des chiffres de défense. Donc, il y a fort à parier, malheureusement, qu'en 2022, ces chiffres continuent leur augmentation exponentielle, puisque, à titre d'exemple, l'Allemagne, une semaine après l'entrée de la Russie en Ukraine, a promis de dégager une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Donc on est vraiment dans une phase exponentielle incroyable. Si on part du principe qu'on est au tout début de l'augmentation de ces investissements, on va donc arriver à des sommes colossales. Surtout que les armements coûtent de plus en plus cher, puisqu'on parle d'avions supersoniques, d'armes hypersoniques, de robots tueurs. On parle de choses qui n'existaient pas avant. Oui, en fait, c'est la course à l'armement, en fait, c'est aussi la course à la technologie. Comme vous disiez au début de l'entretien, au début, on se lançait des pierres, et maintenant, on se regarde avec des têtes nucléaires derrière le dos. Maintenant, il y a beaucoup d'autres technologies qui sont mises en avant. Il y a celle donc je donne un exemple. Le 4 décembre dernier, les États-Unis ont inauguré leur avion furtif qu'on appelle le B-21 Raider, qui est un avion furtif à longue portée, sans pilote, capable de transporter des charges nucléaires. Donc c'est un avion qui peut participer à une guerre nucléaire sans pilote en longue portée. Donc ça c'est de nouveau une nouvelle avancée technologique qui va nécessairement induire de même type d'avancée technologique dans les États qui sont présentés comme nos adversaires et contre lesquels on organise toute cette entreprise de sécurisation. L'OTAN, dans son concept stratégique en 2021, donc le tout récent, là, au mois de juin 2022, pardon, a présenté ce qu'il appelle les technologies émergentes et les technologies de rupture comme une opportunité. Donc, comme des risques, mais surtout comme des opportunités. Alors les risques, elles sont liés au fait que les autres pays dans le monde pousse aussi à la recherche sur les technologies émergentes et les technologies de rupture. Donc ça, c'est un risque, mais en même temps, c'est proposé comme une opportunité, puisque l'OTAN veut se profiler comme étant le leader mondial dans les technologies émergentes et les technologies de rupture. Et quand on regarde dans le détail quelles sont ces technologies émergentes et technologies de rupture, moi, comme pacifiste, mais comme citoyen aussi, père de famille, tout ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Donc, on parle de technologie quantique, on parle des armes autonomes, ce qu'on appelle les robots tueurs dans le langage courant. On parle d'humains augmentés avec des puces qu'on inocule à l'intérieur des humains pour augmenter leur vision, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des technologies à l'intérieur desquelles les États vont commencer, et ont déjà commencé, mais vont investir de manière exponentielle. En fait, ce qu'on voyait dans les films de science-fiction va finir peut-être par être la réalité de la guerre de demain. Et d'aujourd'hui aussi un petit peu. On voit déjà maintenant les traces. La Turquie, par exemple, a déjà utilisé des robots tueurs en Libye. Elle l'a utilisé aussi en Azerbaïdjan. Donc ça existe déjà. Il y a des États qui ont la technologie. Là, effectivement, au niveau occidental, on a un petit retard, notamment vis-à-vis de la Chine, qui est plus en avant sur les questions d'intelligence artificielle. Mais voilà, donc ces choses-là existent et ça va s'accélérer puisque tout le monde entend se profiler sur ce marché-là. Mais bon, de toute façon, Samuel Legros, vous êtes évidemment le porte-parole d'une association pacifiste, donc on est dans deux mondes différents, mais même si on doit quitter cette espèce de course à l'armement et réinvestir ces centaines, ces milliers de milliards dans l'éducation, on est quand même face à un dilemme, c'est qu'aujourd'hui il y a la guerre, que malheureusement le feu a pris et que comment peut-on l'éteindre ? Peut-on l'éteindre aujourd'hui avec de bonnes paroles ou est-ce qu'on peut l'éteindre malheureusement avec une course à l'armement qui serait, de notre point de vue,
puisque nous sommes l'Occident, nous avons des armes, mais pour ne pas les utiliser, alors que les autres qui sont les méchants les ont parce qu'ils vont les utiliser. Oui, alors c'est toute la question de l'œuf et de la poule, de nouveau. Est-ce que nos adversaires ont envie de se profiler sur ces technologies-là et ont envie de se profiler dans la course aux armements parce que c'est une fin en soi ou parce qu'il y a une menace qui est ressentie et contre laquelle il faut se prémunir? Donc c'est tout le temps ce logique, la dilemme de sécurité, c'est ça. Quand quelqu'un me fait peur, je m'arme à la mesure de la peur qui est ressentie par rapport à la personne qui me fait peur. Là, en l'occurrence, les personnes qui font peur à la Chine, à la Russie, tout ça, ce sont les États-Unis essentiellement, qui sont responsables de 60% des dépenses militaires mondiales. Ouais. Donc, effectivement, on peut présenter ce que je défends maintenant comme idée comme étant des bonnes paroles. Pourquoi est-ce qu'on présente ça toujours malheureusement comme des bonnes paroles? C'est parce que ça n'a jamais été suivi d'actes. On n'a jamais testé, on n'a jamais éprouvé ces hypothèses-là. Et on ne les éprouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu. Je ne pense pas que ce soit pour poursuivre des intérêts effectifs de paix, de stabilité internationale. C'est pour se profiler comme leader, c'est pour ne pas perdre sa position de dominion au niveau mondial. Ce n'est pas pour des raisons de défense. Parce que si on voulait se défendre, on devrait assumer que tout ce qu'on fait, cette logique-là de vouloir préparer la guerre pour avoir la paix, c'est une logique qui ne fonctionne pas, puisque notre monde a été en guerre sans discontinuer depuis que cet adage existe et est partagé. Mais bien avant que les armes existent aussi, c'est là où malheureusement on rentre dans une question insoluble, c'est l'homme est-il agressif, violent de nature ou ne l'est-il pas? Après, évidemment, vous avez raison Samuel Legros, les intérêts sont colossaux. Je suppose que les fabricants d'armes n'ont qu'une envie, que les guerres s'arrêtent et que les pots de vin qui doivent quand même circuler pour que ça ne s'arrête pas sont malheureusement une incitation à ne jamais arrêter la guerre, puisque c'est ce qu'on voit pour l'instant. Si on fabrique des armes, c'est qu'il y a de l'argent. Oui, tout à fait. Et de l'argent, il y en a énormément. Et ça, c'est pour couper court vraiment à tous les débats qu'on entend dans les pays occidentaux essentiellement, mais un peu dans tous les pays du monde, qu'on a connus après la crise économique en 2008-2009, qu'on a reconnu toutes les années qui ont suivi, puis encore de manière assez sévère et violente au moment de la pandémie, c'est que de l'argent, il n'y en a pas. Et qu'il faut faire des épargnes sur tous les postes qui serviraient, eux, réellement à la sécurité de la population. En fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour la justice, il n'y a pas d'argent pour la lutte contre le réchauffement climatique, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour lutter contre la faim et la pauvreté. Par contre, de l'argent pour les armes, il y en a, et il y en a énormément. Donc les dépenses militaires au niveau mondial, cette année-ci, c'est 2113 milliards de dollars. Je sais que c'est un exercice qui ne vaut rien, mais symboliquement, si on divise cette somme de 2113 milliards de dollars par le nombre d'habitants de la planète, ça veut dire que indirectement, fictivement, chaque habitant de la planète, l'année passée, a dépensé 200 $ dans l'armement. Alors que 700 millions de personnes, ça veut dire presque une personne sur 10 dans la planète, vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire avec $1,9 par jour. Ça, c'est une contradiction qui est, me semble-t-il, en tout cas, indépassable et qui ruine tous les arguments qui veulent nous faire croire que les dépenses militaires servent à la défense de la population. Samuel Legros, je pense que vos paroles sont claires et sans ambiguïté. Et donc, on aura le plaisir certainement de reparler de choses plus précises. Peut-être aussi la course à l'armement pour l'instant qui est suivie par le président ukrainien pour pouvoir faire face en effet à l'agression russe. Et donc là, on touche le concret, le terrain, puisque cette discussion qu'on vient d'avoir, elle est large, mais évidemment, après, il faut la regarder sur le terrain, et le terrain aujourd'hui, malheureusement, est en feu. On en reparlera dans une autre vidéo. Samuel Legros, vous êtes le porte-parole du CNAPD, et c'est très agréable de vous entendre. Merci pour vos commentaires, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, puisque SIS est une radio aussi. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.